Alors, on a parlé tantôt des étudiants comme étant un vecteur de transfert des connaissances et je trouve ça excessivement intéressant parce que la première fois que j'ai été exposée à Prévnet, qui est un organisme, un réseau qui a pour objectif premier de mobiliser une connaissance dans le but de prévenir l'intimidation, j'étais étudiante à la maîtrise. Aussi, autre petit souvenir qu'a fait émaner la préparation de la présentation est une rencontre, alors que j'étais étudiante, peut-être maîtrise, doctorat, mais une rencontre organisée par les Instituts de recherche en santé du Canada, donc il y a de cela peut-être 10-15 ans, et puis qui voulait vraiment promouvoir et essayer de chercher les meilleurs vecteurs pour assurer que les chercheurs, les groupes de recherche qui sont les plus ou les mieux positionnés pour faire ce qu'alors on appelait du transfert de connaissances, du diffusion de la connaissance, ou même être plus dans le translational, de comment établir les meilleures pratiques et d'un peu éduquer les chercheurs déjà actifs et les futurs chercheurs à tout de suite s'orienter pour pouvoir justement participer à ce grand mouvement. Mais alors, lorsqu'on pensait au transfert de connaissances, c'était davantage un petit paragraphe à la fin des demandes de subvention où l'on planifiait une petite activité avec des biscuits et du café et qui permettait d'aller dans les milieux de pratique et ou faire un retour avec les participants, que ce soit les parents, les enfants, envoyer une lettre, dire un peu d'une façon vulgarisée ou simplifiée quels ont été les principaux résultats de la recherche qui étaient envisagés. Mais je vous dirais que l'attention et les efforts étaient davantage concertés à vraiment définir un objectif de recherche, qui va financer la recherche, formuler des questions de recherche, des hypothèses, une méthodologie et tout ça. Et à la toute fin apparaissait ce paragraphe mystérieux où on ne savait jamais trop quoi dire. L'idée maintenant de la diffusion de connaissances, on la voit encore un petit peu de cette façon. Moi, tu as présenté une image plutôt, moi c'est la version, tu sais, de rêve, où on travaille sur un objet, des belles fleurs, c'est merveilleux, on a passé les derniers 4 ans à créer des papiers, des résultats, des connaissances qui faisaient en sorte que on tourne le dos aux utilisateurs de connaissances et on leur envoie l'objet fabuleux, et en ayant comme attente que les utilisateurs de connaissances ne se peuvent plus de recevoir ce beau bouquet de fleurs. Et je vous fais fi de certaines images de femmes qui se déchirent et qui font extrême compétition pour recevoir le bouquet. La réalité, c'est peut-être pas toujours ça. Et est-ce suffisant de lancer un objet aussi beau qu'il soit pour qu'il soit éventuellement, on l'espère, utilisé? Peut-être pas tout à fait. Y a-t-il place à davantage d'échanges entre le milieu de la recherche et les utilisateurs de connaissances? Et en fait, pour nourrir l'un et l'autre, d'être vraiment dans la coproduction ou la co-construction, peu importe comment on l'appelle. Et ensuite, vient l'obligation aussi de mesurer ce que l'on propose de faire. OK? Là, je suis un peu le porte-parole aujourd'hui du réseau auquel je m'insère, le réseau Prévnet, mais qui est vraiment porté par ce qu'on appelle dans le Canada anglais, des champions. Okay? Je pense que c'est un vocable que on va plus utiliser, de plus en plus utiliser aussi. Ça prend aussi des champions, okay? Qui portent des messages et qui ont toutes les qualités sociales pour être capables de rassembler un noyau actif et excessivement engagé de personnes qui sont dédiées à justement faire en sorte qu'on co-construit quelque chose. Pour le réseau Prévnet, c'est né il y a 20 ans maintenant. Il y a 20 ans, on commençait dans le milieu scientifique universitaire à entendre parler d'intimidation. C'était quelque chose qui était peu connu et on apprenait graduellement à en faire la distinction avec l'agression qui survenait en des jeunes dans les milieux scolaires, par exemple. Mais graduellement, les chercheurs finlandais, notamment, que ça commençait avec eux autres, dont Holwis, ont montré que l'intimidation renvoie à un phénomène beaucoup plus précis, dont ça se passe entre jeunes, il y a un déséquilibre de pouvoir et ça fait en sorte que
le jeune qui en est victime perçoit qu'il en serait excessivement difficile pour lui ou elle de s'en sortir. Donc, de là, de cette spécificité, de cette opérationnalisation de phénomène, est née une discipline, quasiment une thématique en tout cas très, très, très présente. Et Deborah Pepler et Wendy Craig ont été à l'avant-plan de la recherche faite à ce niveau, et ont su rassembler une soixantaine d'organismes, une soixantaine d'organismes nationaux qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans la vie de nos jeunes. Okay? Pour faire en sorte et avec l'objectif très concret, de venir diminuer et de prévenir l'intimidation, quels qu'en soient les espaces physiques ou les espaces virtuels dans lesquels ce phénomène prend place. Et parce qu'on sait que la meilleure façon de prévenir un phénomène comme celui-là est de promouvoir l'établissement de relations saines et harmonieuses entre les jeunes. Donc, c'est la façon de prévenir. Maintenant, les défis majeurs pour cette co-construction, c'est vraiment de maintenir une collaboration dynamique, stable et qui se poursuit dans le temps entre les partenaires des milieux académiques et non académiques. Ensuite, pour des grands réseaux pan-canadiens, un des défis aussi qui s'ajoute, c'est vraiment comment mesurer nos actions. Okay? Comme chercheur, lorsqu'on étudie des projets de recherche bien circonscrits, c'est facile de mesurer si oui ou non notre hypothèse de recherche ou notre question de recherche a été bien documentée ou elle était rencontrée. Maintenant, lorsqu'il s'agit de favoriser la communication entre des centaines de personnes, littéralement, et via le financement de plusieurs milliers de projets isolés, comment on fait vraiment pour mesurer nos actions? Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que certains chercheurs impliqués au réseau Prévnet ont formulé un modèle, notre modèle de la mobilisation des connaissances. Alors, initialement, vraiment, l'idée est vraiment de prendre notre recherche et de la faire vivre au-delà des murs de l'université, ce qui a été traditionnellement la dissémination, ce qui est quelque chose qu'on sait un petit peu plus comment faire et on se sent chercheur plus équipé pour le faire. Maintenant, au niveau de l'utilisation, c'est de lancer ce beau bouquet-là et de voir jusqu'à quel point les différentes personnes impliquées dans différents milieux prennent le bouquet et le gardent, le contemplent, l'utilisent, etc. Et ensuite, la mise en œuvre, c'est vraiment que ces partenaires-là de la communauté prennent cet objet, le transforment, l'utilisent, le transforment vraiment à d'autres fins pour continuer à le faire vivre. Donc, c'est vraiment quelque chose où le chercheur n'est plus présent dans ces milieux-là et l'objet a une vie en soi, ou la connaissance a une vie en soi. Ainsi, l'aspect important qu'on voit plutôt pas, c'est les chercheurs universitaires sont là. Il y a un milieu de rencontre avec les organismes communautaires et autres partenaires qui sont impliqués dans le développement des politiques publiques et dans les instituts, ou qui travaillent dans les instituts publics. Et l'idée de ces petites circonvolutions fait vraiment état de cette co-construction qui est toujours présente à tous les moments de la mobilisation des connaissances. Maintenant, évidemment, ce n'est pas possible pour moi aujourd'hui de vous faire l'éventail de tous les projets qui ont été effectués par le biais de Prévnet. Oh, remarque, Benoît, tu as été très bon à résumer toutes vos activités. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai choisi un peu plus de faire de vous présenter quelques exemples d'actions qui ont été menées et qui émanaient d'une problématique telle qu'identifiée par nos partenaires terrain. Alors, une des premières choses qui ont été identifiées et qui ont été répondues par le réseau Prévnet, c'était ce que nous disaient nos partenaires, un manque d'informations valides et accessibles. Eh bien, notamment, évidemment, là, les sites Internet fonctionnent encore. Des fois, on pense que c'est désuet, mais il y a certains, comme les parents ou des intervenants en milieu scolaire, utilisent encore beaucoup ce mode-là pour aller chercher une
une information en laquelle ils ont confiance. Pour Prévnet, c'est 167 000 visites et plus par année pour le site Internet. Pour le compte Facebook, près de 70 000 personnes rejointes, 75 entrevues et plus par les médias et une campagne nationale de sensibilisation par le biais de Family Channel Bullying Awareness et qui laisse des empreintes médiatiques qui sont assez fortes. Un autre problème identifié, c'est par les acteurs du terrain, c'était de dire, on veut faire quelque chose, par exemple, dans notre école, mais on ne sait pas trop quel programme prendre et jusqu'à quel point on a raison d'avoir confiance ou d'espérer qu'on puisse atteindre les objectifs voulus en utilisant un programme d'intervention donné. Parce que des programmes d'intervention, il y en a des centaines de milliers. Okay? Par contre, la plupart de ces programmes n'ont jamais été évalués scientifiquement. Donc, lorsqu'il vient le temps d'effectuer des choix en fonction ou en se basant sur les données probantes, les utilisateurs dans le milieu trouvent excessivement difficile d'effectuer ce choix-là et n'ont pas des semaines et des mois à investir pour faire un choix éclairé. Alors, le réseau Prévnet a collaboré avec le portail des meilleures pratiques du Canada, j'imagine que ça ressemble autour de ça, afin de venir justement faciliter l'information relative à chacune des interventions pour lesquelles il y a certaines données qui ont été cumulées et d'en faciliter le choix parmi les dizaines qui sont disponibles en fonction, par exemple, de l'âge des enfants, du type d'investissement qui est requis en termes d'argent, mais en termes aussi de temps à allouer pour mettre en œuvre justement ces stratégies. Maintenant, quoi faire? Parce que maintenant, à la différence d'il y a 20 ans, je pense que le public est de plus en plus sensibilisé à l'idée ou au caractère inacceptable de l'intimidation. Okay? On n'est plus, la plupart du temps, en train d'argumenter le fait que c'est des situations inacceptables et qu'il ne s'agit pas d'un rituel de passage lié à l'adolescence. Par contre, vous seriez encore surpris du nombre de directeurs ou de personnes du milieu de pratique qui disent « Ah, moi, mon directeur ne veut pas vraiment s'investir là-dedans parce qu'il dit qu'il n'y en a pas d'intimidation dans leur école. » Okay? Donc, Prévnet a encore pour fonction et il faut encore continuer à s'investir, à sensibiliser le public en regard du caractère inacceptable de l'intimidation et des conséquences qui parfois perdurent pendant des dizaines d'années et sont toujours présentes pour certains individus à l'âge adulte. Maintenant, poursuivre aussi nos efforts de prévention et d'intervention, quoique, comme je vous disais tantôt, un ensemble d'interventions n'ont pas été validées scientifiquement et pour la plupart, c'est excessivement difficile de les mettre en œuvre parce qu'ils requièrent l'investissement de tous les acteurs de l'école. Évidemment, c'est quelque chose qu'on veut promouvoir et qu'on veut faciliter les utilisateurs de connaissances à s'approprier ces programmes d'intervention qui sont présents à travers l'école, mais des fois, ce n'est pas toujours réaliste de s'attendre à ce que ces acteurs-là puissent le faire. En dehors, il faut leur proposer des stratégies alternatives qui correspondent davantage à leur réalité du milieu. Hein. C'est ça aussi la mobilisation du connaissance, c'est d'être vraiment sensible aux réalités du milieu de nos interlocuteurs. Aussi, on a réalisé que assez peu de victimes obtiennent un soutien. Alors, quand il y a une situation d'intimidation qui est identifiée dans une école, typiquement, ici au Québec, d'une façon particulière, il y a vraiment un plan d'action de l'école qui se met en branle pour aller faire cesser la situation, mais plus souvent qu'autrement, les actions sont portées envers le jeune qui en intimide un autre, avec comme supposition que lorsque l'intimidation termine, la personne qui en était victime va aller automatiquement mieux. Alors, il y a très peu de formes d'aide validées, manualisées, et encore moins avec des données probantes qui existent pour les victimes. Et ceci est particulièrement problématique parce qu'on sait
et de plus en plus d'études qualitatives, quantitatives le documentent, que les victimes d'intimidation par les pairs hésitent fortement à aller se rendre et à aller demander de l'aide à un adulte. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme adulte si on veut soutenir les victimes, mais les victimes ne veulent pas briser le silence avec les autres et particulièrement avec les adultes? On nous décrit dans nos études le couloir se rendant au bureau de la personne qui aide les jeunes. Et jamais un jeune, ce qu'ils nous disent, vont vouloir être vu en train de cogner à cette porte. Alors, comment on soutient ces jeunes-là? Eh bien, en identifiant ou en reprenant un petit peu le modèle de Prévenet, je vous explique un petit peu ma démarche personnelle, le projet auquel j'ai contribué et qui s'inscrit dans toutes les dizaines de projets qui sont présents et appuyés par le réseau Prévenet et qui est le développement d'une application mobile qui s'appelle Plus fort. Pourquoi une application mobile? Pour répondre un petit peu au problème qui nous a été posé. Des jeunes qui ne sont plus souvent qu'autrement pas tout à fait aidés, ou une grande partie d'entre eux ne sont pas aidés, et un peu en raison d'un manque d'outils de la part des intervenants pour savoir comment aider au mieux ces jeunes-là, mais aussi parce que les jeunes, initialement, préfèrent ne pas en parler à des adultes. Alors, peut-être qu'une application mobile, a-t-on pensé, pourrait aider à soutenir ces jeunes-là. Pourquoi? Parce que maintenant, les jeunes sont nés quasiment avec un téléphone dans les mains. Une grande partie de ceux-ci en possèdent un et de plus en plus jeunes. Mon enfant de 3 ans est là avec la télé, puis elle essaye de monter lorsqu'on fait le choix d'une émission sur Netflix. Et ils sont nés là-dedans. C'est une façon aussi qu'ils ont d'interagir entre eux, d'être connectés entre eux. C'est un outil qu'ils voient à la fois comme justement un outil, donc pas une personne, mais qui ont aussi tendance d'une façon quasiment chaotique de concevoir comme une personne, de s'approprier, de personnaliser. Alors, comment prendre avantage de ce nouveau vecteur pour vraiment venir les chercher là où ils sont? Les objectifs de Plus fort, initialement et encore maintenant, étaient vraiment d'aider les jeunes à initier une démarche de changement pour faire en sorte que les expériences de victimisation dont ils sont victimes diminuent avec le temps, tout simplement. Cette action-là est faite à travers 3 objectifs spécifiques, en s'appuyant sur des modèles psychoéducatifs et aussi liés à l'intervention cognitive comportementale en psychologie, et notamment les stratégies de résolution de problèmes, les stratégies de coping. À informer les jeunes à propos de l'intimidation. Les jeunes en entendent beaucoup parler. Mais parfois, lorsqu'on leur en parle, on leur en parle d'une façon qui est plus ou moins intéressante pour eux ou à un moment où ils ne se sentent simplement pas concernés. Aussi, on veut les aider à comprendre leurs expériences d'intimidation pour faciliter le choix de cibles qui risquent plus d'être porteurs de changement pour eux et aussi les soutenir à choisir et à expérimenter eux-mêmes les stratégies qui leur semblent les plus efficaces pour diminuer l'intimidation dont ils sont victimes. Mais ici, c'est de renforcer leur propre démarche de changement et de les accompagner là-dedans plutôt que venir, nous, comme parents, comme éducateurs, les remplacer dans leur démarche de changement et puis qu'ils se retrouvent un petit peu à le prochain défi qui vont leur arriver un petit peu seuls. Et parfois, bien entendu, la démarche de changement passe par la demande d'aide, bien entendu, et à travers toutes les activités et les fonctions de Plus fort, évidemment, on encourage beaucoup les jeunes à faire une demande d'aide. Donc, informer par le biais de capsules vidéo, parce que je m'attendais bien à ce que les jeunes, si c'était moi qui étais sur les vidéos, que ce soit plus ou moins intéressant. Puis évidemment, on voulait à tout prix éviter de donner des textes longs, ce qui est la plupart du temps le cas sur les applications qui existent, qui ne sont pas vraiment faites pour les jeunes, dans le fond, sont davantage faits pour les intervenants ou les parents. Donc, il n'y a pas de texte ou le moins de texte possible dans l'application. Et il y a des acteurs qu'eux connaissent bien, dont Yann Englin, Marie-Claude Saint-Laurent, qui parlent de
l'intimidation sous ses différentes facettes et pour donner une information de base. Par contre, ce qu'on a réalisé, c'est en faisant l'examen initial qualitatif et quantitatif, c'est que les jeunes, parfois, nous disaient qu'ils en faisaient une utilisation autre des vidéos. Parfois, lorsque une des jeunes nous a dit, des fois, j'ai eu une journée très, très, très difficile où j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Évidemment, elle n'a pas utilisé ces mots-là, là. Mais je reviens à la maison, je passe devant ma mère, je garde le sourire, je suis correcte. Puis là, je ferme la porte et j'écoute les vidéos en boucle. Parce que je me sens compris de cette personne-là. Ils l'ont vécu aussi, puis eux autres sont rendus populaires maintenant. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont vécu de l'intimidation. Mais c'est pas grave parce que, justement, ils personnalisent, ils projettent des choses qu'ils vivent qui sont excessivement difficiles et ils sont capables d'avoir une connexion au plan social avec ces objets inertes dans des vidéos, mais qui font en sorte qu'ils se sentent compris et qu'ils sentent un lien d'attachement quelconque. Okay? D'autres composantes visent davantage à apprendre, mais sous un mode ludique, dont notamment une ville virtuelle. Maintenant, on les fait travailler un petit peu, puis on avait peur de leur demander trop de questions. Les jeunes peuvent choisir s'ils répondent à 10 items qui font partie d'un questionnaire validé du Hall-Lewis. Donc, c'était excessivement important pour nous de garder cette sous-échelle originale et dans lesquelles on leur demande s'ils ont vécu tel ou tel type d'intimidation. Et on leur demande ces questions-là une fois par jour, une fois par 2 jours ou une fois par semaine. C'est eux autres qu'ils choisissent. On pensait que ça allait être l'aspect qui allait être excessivement lourd pour les jeunes, mais finalement, la plupart d'entre eux qu'on a demandé ce qu'ils en passaient, trouvaient que c'était facile parce qu'ils aiment taponner, hein? Ils aiment pitonner, alors n'importe quoi. Puis ils connaissent les questions c'est assez court, alors ça se répond lorsqu'ils connaissent bien les questions en l'espace de 3 minutes, là, même pas. Alors, c'était pas vraiment vu comme une façon, quelque chose d'excessivement demandant pour les jeunes de faire, mais l'élément principal, c'est que l'application génère toute une série de graphiques, en voici certains ici, et qui montrent jusqu'à quel point l'intimidation des vives se maintient dans le temps, a tendance à diminuer ou tendance à augmenter, ce qui aide et facilite l'identification d'objectifs clairs et spécifiques pour savoir maintenant où ils doivent intervenir. Et l'aspect intéressant dans ces graphiques, c'est que vous voyez la petite flèche ici, c'est que les jeunes peuvent décider d'exporter ces graphiques et l'application génère un courriel déjà tout écrit dans lequel ils peuvent changer le courriel s'ils veulent, mais dans lesquels les graphiques sont insérés et parfois ou imprimés. On peut les imprimer. Et ce qui permet parfois de faire le geste excessivement difficile pour un jeune, c'est d'aller voir un adulte et pas percevoir qu'il est en situation où il doit argumenter le fait et d'essayer de convaincre son interlocuteur qu'il est vraiment victime d'intimidation. Alors, parfois, la présentation d'un graphique permet de briser la glace et de faciliter, et ça en revient à l'interlocuteur de prendre, d'accueillir cette expérience-là qui est partagée, mais d'une façon différente. Et puis, initier un dialogue en regard de ça. Donc, la responsabilité de la divulgation n'en revient pas juste aux jeunes. Et ensuite, bien évidemment, c'est un aspect que les jeunes ont particulièrement apprécié, le fait qu'il y avait beaucoup de stratégies qu'on leur proposait. Hein? Lorsqu'on a fait des études pilotes auprès des intervenants adultes et parents, un des éléments qui ont été sortis, « Oh, il y a trop de stratégies ». C'est exactement l'élément contraire qui a été ressorti comme une force auprès des jeunes. On aime ça, faire rouler les stratégies, puis voir qu'il y en a beaucoup, parce qu'on trouve ça encourageant, parce que s'il y en a une qui ne fonctionne pas, il y en a possiblement une autre qui va les fonctionner. Et c'est pour ça aussi que ces stratégies-là sont accompagnées des vidéos, je vous faisais mention, parce qu'on doit préparer le jeune à être dans une situation où il est expérimentateur et prêt à concevoir ces stratégies-là, non pas comme des formulations magiques qui vont donner des résultats incroyables la première fois qu'ils vont être utilisés, mais plus comme une forme d'expérimentation où ils vont graduellement en venir à découvrir celle qui fonctionne le plus. Et c'est pour ça qu'une fois qu'une stratégie qui est choisie, 24 heures plus tard, il y a une notification qui apparaît sur le téléphone du jeune et qui demande d'évaluer, hein, un autocritique en regard de l'utilité perçue de la stratégie, et l'application génère
un ordre dans l'efficacité perçue de chacune des stratégies. Bien entendu, les jeunes peuvent personnaliser les stratégies ou en ajouter certaines. Ce que les jeunes en pensent, je vais passer assez vite. Peut-être celle-ci, là, elle est plus importante. Avec les graphiques, j'ai vu que j'avais besoin d'aide. Parce que ce que tu vis, tu ne veux pas l'admettre, mais des fois, c'est pas juste pour rire. Parce que vraiment une tendance auprès des victimes, certaines ont tendance à minimiser les expériences de victimisation qu'ils vivent, alors que d'autres, au contraire, voient ces expériences-là comme étant toujours présentes dans une multitude de situations et dans le temps. Alors, comment rendre plus réalistes les objectifs après ça pour pouvoir leur proposer des stratégies qu'ils peuvent choisir? Deux messages sont ressortis de nos entretiens avec les jeunes et l'analyse qualitative qui en est suivie. Les jeunes se disent plus confiants à avoir les habiletés pour en mettre fin. Et pour certains, même, c'est intervenir lorsque d'autres vivent l'intimidation. Hein? C'est là qu'on voit la mise en œuvre et l'appropriation de la mobilisation de la connaissance. Et presque tous affirment, donc 10 sur 12 affirment avoir brisé le silence, alors qu'au tout début, avant d'utiliser l'application pendant 4 à 6 semaines, tous étaient très affirmatifs et ils ne voulaient pas en parler à personne. Okay. Pour ceux qui me connaissent, je suis une fille de chiffres. J'aime l'aspect quantitatif. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de passer un questionnaire standardisé avant et après l'utilisation de plus fort. Je vous rappelle, 4 à 6 semaines. Et on note une diminution générale des expériences de victimisation en si peu de temps. On a repris mais cette fois-ci, dans le contexte de 2 écoles, une école privée dans la région de Sherbrooke, une école publique dans la région de Montréal. Et on a passé une multitude de questionnaires, à peu près autour de 200 jeunes étudiants, dont une cinquantaine de jeunes ont utilisé, victimes et non victimes, ont utilisé l'application Plus Fort. Qu'est-ce que ça dit ici? C'est que les jeunes qui étaient sélectionnés et qu'on savait qu'ils étaient victimes d'intimidation, après 4 à 6 semaines, on voit une diminution de leur expérience d'intimidation. Lorsqu'on inclut des jeunes qui vivent aussi l'intimidation, mais de façon moins fréquente ou moins sévère, on note aussi cette diminution-là. Donc, ce n'est pas juste un effet qui est dû aux victimes qui vivent énormément d'intimidation. Ça pourrait être utile pour ceux qui en vivent peut-être un petit peu moins. Et bien entendu, lorsqu'on donne cette application-là à des jeunes qui ne sont pas victimes d'intimidation, ça ne change à peu près rien. On a fait toutes ces activités-là un peu, je vous dirais honnêtement, avec des œillères plus ou moins accompagnés d'un modèle théorique clair. Surtout à l'époque, là, on a commencé, ça a pris 3 ans à le faire, mais on s'est laissé guider dans nos interactions avec les gens du milieu, et notamment une conseillère à la Commission scolaire de Montréal qui a participé dès le tout début à formuler de quelle façon devrait-on s'y prendre, de quelle façon, quels sont les besoins du milieu scolaire en regard d'une application comme telle. Est-ce que c'est une application mobile, est-ce que c'est quelque chose qui est vu comme étant possiblement acceptable du point de vue des intervenants du milieu? C'est toutes des choses qu'on a dû confirmer avec eux et c'est par le biais de la discussion qu'on a été capable d'offrir une application qui était plus collée aux besoins des jeunes, évidemment en impliquant les jeunes également. Mais on a aussi réalisé une toute petite brochure que je vous pourrais montrer à l'intention des parents et des intervenants parce qu'eux aussi, parfois, se sentent excessivement isolés dans l'expérience dont les jeunes vivent. Site Internet, évidemment, le site Internet est plus à l'intention des parents et des intervenants. On se doute que les jeunes vont moins voir sur le site Internet. Et on a créé une banque de données pour recueillir, lorsque les jeunes en acceptent et le consentent, les données qui sont accumulées via l'application pour éventuellement nourrir à nouveau la recherche. Pour répondre à des questions si simples que comment mieux aider les jeunes qui vivent l'intimidation? Pour l'instant, c'est une question très, très simple et pour laquelle c'est excessivement difficile. Est-ce qu'il y a certains profils d'intimidation ou profils de jeunes gars, filles qui
qui répondent davantage et dont l'efficacité est magnifiée lorsqu'on propose une stratégie plutôt qu'une autre. Hein. On est tout dans le mode d'intervention personnalisée. Les prochaines cibles, une version 2 qui intégrera celle-ci, une version Android, alors que ce n'était pas le cas au début, une version anglaise qu'on appelle Stronger Than Bullying et dont les capsules vidéo ont été réalisées l'été passé et qu'on attend maintenant l'implication des développeurs pour pouvoir être terminées. Plusieurs collègues de pays d'Europe et des États-Unis m'ont contacté avec l'intérêt d'adapter l'application pour leur pays. Mais tout ça, en ce moment, l'application est en hibernation. On attend vraiment que la version 2.0 soit offerte. Poursuivre la validation plus fort, parce que pour l'instant, c'est une validation, c'est un examen initial, sans plus. Il va falloir continuer à faire des travaux à ce sujet du côté plus empirique. Et lorsqu'on aura suffisamment de données, peut-être ce serait intéressant d'y associer une composante d'intelligence artificielle. Je sais bien que tout le monde veut en faire, là. Mais peut-être justement, lorsqu'on sera plus au courant des stratégies qui sont les plus efficaces pour quel type de victimes, ben peut-être on sera capable d'aiguiller plus rapidement certains jeunes avec des stratégies que l'on pense être plus prometteuses et porteuses de changement pour eux. Maintenant, si je reprends un petit peu le modèle de coproduction, à peu près, parce que l'idée, c'est d'essayer d'en mesurer l'impact. Évidemment, on est loin de ça, mais d'une façon plus anecdotique. 3000 téléchargements pour l'instant, évidemment, juste au Québec et en mode iOS. 200 visiteurs uniques par semaine, probablement plus des parents, des intervenants. 11 conférences publiques dans le grand public et 40 entrevues dans les médias. Là, c'est la phase dissémination. La phase d'utilisation, je voulais en nommer une, puis dans le fond, il y en a beaucoup plus qu'une, c'est qu'on s'aperçoit que plusieurs intervenants du milieu nous contactent et nous demandent des présentations PowerPoint pour qu'eux puissent les présenter à leurs psychoéducateurs, à leurs travailleurs sociaux. Il y a des gens qui travaillent dans des maisons de jeunes qui nous demandent d'envoyer du matériel de promotion excessivement. C'est là qu'on commence à avoir une idée que d'une façon excessivement aléatoire. Il y a des gens, probablement pas aléatoire, mais en tout cas un peu désorganisés. Il y a des gens qui commencent à s'approprier l'application et les autres plateformes que l'on propose. Et notamment un retour de notre collaboratrice de la Commission scolaire de Montréal qui offre maintenant, qui réalise que peut-être que pour les intervenants, c'est difficile de s'approprier l'application et de travailler avec elle, avec les jeunes. Donc, elle proposait de faire une formation pour montrer comment les professeurs et les intervenants pourraient travailler avec les jeunes, mais à l'aide de l'application. Parce que moi, je pensais que c'était assez facile, intuitif, la façon d'utiliser l'application dans le contexte d'intervention, mais lorsqu'on prend le temps d'écouter les intervenants, on se rend compte que c'est peut-être pas si utile que ça. Il y aurait lieu de développer une formation avec eux. Et éventuellement, on pourra en mesurer l'impact avec des données sur le serveur. Maintenant, c'est une démarche qui est, on le disait tantôt, excessivement coûteuse en termes de temps. Hein. On parlait de gamification un peu plus tôt. Je pense que ce sont des trous noirs pour des chercheurs et où on se prend de passion pour ces projets-là et nous prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais je pourrais vous dire que j'ai publié certainement moins d'articles pendant le temps que je dédiais à Plus Fort, mais Plus Fort a été, pour moi, comme chercheur, vraiment une plateforme de lancement hein, pour une partie de ma carrière et je ne m'attendais absolument pas que Plus Fort prenne une place aussi grande. Mais le milieu en a excessivement besoin et ça permet vraiment de lancer. Maintenant, effectivement, peut-être les chercheurs du milieu académique et les gens du milieu de pratique ne sont pas suffisants dans notre écosystème. Il y a lieu, et ça fait partie des problèmes que j'ai rencontrés lorsque je développais l'application. Il manquait d'expertise, notamment dans le milieu de la programmation, les designers visuels, les gens spécialisés, les consultants spécialisés en l'expérience d'utilisateur, c'est quoi? L'expérience d'utilisateur et tout ce monde-là. Ce qui fait que dans un autre cadre, et là, je ne sais plus le temps, là,
2 minutes, parfait. Alors, dans un autre cadre, c'est un peu à cette idée-là, de développer un écosystème pour faciliter la mobilisation des connaissances telles qu'émergent du milieu académique, mais aussi qui répondent à des mandats et des besoins qui émanent du grand public. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec le Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale et un de mes collègues, Stéphane Gay, à développer l'écosystème qui s'appelle Axel. Et donc, la logique part du fait que 6 millions de Canadiens souffriront d'un trouble d'humeur au cours de leur vie. 5 milliards, c'est le fardeau économique lié aux problèmes de santé mentale. Et je vous dirais que ça ne compte même pas tout ce que je vous parlais lié à l'intimidation qui entraîne eux aussi un fardeau au plan social, souffrance personnelle, mais aussi un fardeau économique si on pense juste aux jeunes qui n'arrivent pas à s'investir dans leur formation académique et qui prennent du retard. 700 millions de Canadiens se présentent aux urgences chaque année pour des motifs liés aux troubles de santé mentale et 4,4% de la population mondiale est touchée par la dépression et qui en est devenue l'une des principales causes d'invalidité à l'âge adulte. Donc, Axel se veut vraiment comme une façon de changer la stigmatisation qui entoure la santé mentale, d'augmenter l'accessibilité aux soins. On parle de justice sociale, mais les plateformes technologiques en sont un vecteur certainement. D'inventer et de réinventer la façon de soigner et la façon d'accompagner les gens là-dedans. Donc, on est vraiment là dans cette co-construction en plein dedans et surtout d'accélérer le développement de ces innovations-là. Parce que Plus fort a pris 4 ans à se développer, évidemment, c'est la longueur d'une tortue, puis la validation initiale qui a été effectuée, ça correspond peut-être pas aux besoins des startups ou d'autres acteurs du milieu. Donc, il faut trouver vraiment un écosystème qui réponde aux besoins de tous et qui intègre non seulement les acteurs du milieu académique et du grand public, comme le veut la plupart des modèles de mobilisation des connaissances, mais qui intègre également d'autres organismes de financement et des entrepreneurs technologiques qui, eux aussi, ont des idées tout à fait innovatives et les moyens notamment au plan de la programmation, d'y arriver à leur fin et d'arriver rapidement, mais qui souhaiteraient valider les nouveaux outils qu'ils veulent offrir à la population générale au plan scientifique et un écosystème comme celui d'Axel pourrait permettre de le faire. Donc, on est vraiment, on l'a lancé il y a quelques semaines, mais on est vraiment dans la formulation de ce genre de choses-là, et notamment par la nouvelle initiative de projets divers, incluant Ubisoft, mais aussi d'Alexandre Taillefer, qui, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de son fils qui s'est suicidé, et pleinement investi à la création d'une plateforme de connexion dans les écoles par le biais de plateforme qui s'appelle Youhoo, et on est en pourparlers avec leur équipe, qui est principalement composée de développeurs, pour savoir comment en arriver à tester ce qu'ils veulent proposer, puis comment faire quelque chose qui est vraiment plus informé, qui va être, on veut, le plus utile pour le grand public. Et c'est là vraiment, nous aussi, qu'on a une action, un rôle à jouer pour venir systématiser cette production de mobilisation des connaissances par l'innovation. Alors, j'aimerais ça terminer en remerciant quelques partenaires. Merci.